What is up, family? We have another Patreon request. What do we got? Philippe de Villiers raconte Saint-Louis. St. Louis. You guys got St. Louis in France? We got a St. Louis. Oh, okay. Anyway, he's going to explain it for an hour and a half. Damn, that's a big explanation. This is probably going to be 3 parts. So this will be part 1, 30 minutes. Yep, that's how we're going to do it. Let's go. Saint-Louis. Saint-Louis est un roi. Ben Saint-Louis, c'est pas une ville, c'est un roi. But we still do have a St. Louis. I'm just saying. Immense, un mur porteur de notre pays et de notre civilisation. Ah, ok. Depuis des années, j'ai entrepris une quête personnelle afin de retrouver la trace et l'image d'un Saint-Louis à l'humanité sensible. J'ai remonté le fil de sa vie. Je me suis rendu sur les lieux qui ont marqué son existence. J'en suis arrivé à cette conclusion. La vie de Saint-Louis est un trésor. Les enseignements que j'en ai tirés sont des lumières pour aujourd'hui. Il incarne le beau, le grand, le bien. C'est un roi donné, offert. Il incarne notre civilisation, qui est la civilisation chrétienne. Oui, il est l'architecte de la lumière. On lui doit la Sainte-Chapelle et tant d'autres cathédrales. J'ai choisi aujourd'hui de vous emmener avec moi dans les pas de ce roi du XIIIe siècle, dans les pas de Saint-Louis, un souverain qui avait troqué sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. Un roi qui n'abandonna jamais ni son Dieu, ni son peuple. Those are very rare these days. Il n'y a pas de hasard. Blanche de Castille, la mère du futur roi, le savait et le disait. Le destin d'un nouveau-né est lié au jour de sa naissance. Comme un mauvais présage, le petit Louis est né le 25 avril 1214. C'est le jour de la Saint-Marc. C'est le jour des croix noires, où des foules dans toutes les cités du royaume cheminent en procession. Ce jour-là, on voile les autels et les crucifix en souvenance des victimes d'une épidémie de peste. C'est ici que Saint-Louis est né, à Poissy, au cœur du royaume de France. Il y a à l'époque un château, l'église Notre-Dame, où il est baptisé. La forêt giboyeuse d'Yvelines attire les seigneurs et les rois qui y bâtissent des résidences. Le roi Robert II le Pieux, fils d'Hugues Capet, reconstruit le château royal et pose en 1016 la première pierre d'une église dédiée à Sainte-Marie, où Saint-Louis sera baptisé. Poissy possède l'avantage de n'être pas loin de Paris, la capitale. Ville populeuse d'au moins 100 000 âmes, où le jeune Louis vit, grandit. Paris, c'est pour lui la joie des animations au cœur des rues, des poètes, des troubadours, le tumulte heureux d'une cité bien vivante. Et peut-être la bonne bouffe. Je sais pas. 12th century. Maybe Paris wasn't known for its food yet. Je sais pas. Et c'est à Paris que jaillissent ses premiers rêves. Louis vit dans la fièvre de la quête du Graal, le calice, le vaisseau, le ciboire, dans lequel Joseph d'Arimathie a recueilli au pied de la croix le précieux sang.
Huh. Un homme, un exemple va inspirer Louis dans ses premières années. C'est le roi, Philippe Auguste, son grand-père. Louis est d'ailleurs le premier roi de France à avoir connu son grand-père. Philippe Auguste, de son vivant, Because they didn't live long back then. est déjà une légende. Wow. Cavalier émérite. Et surtout, c'est le fameux vainqueur de la bataille de Bouvines, l'année même de la naissance de Louis, en 1214. Philippe Auguste prend sous son aile le jeune Louis. Il le surnomme Petit Charlemagne et aime lui conter le récit de cette bataille mémorable de Bouvines. Le choc sera terrible, mais Dieu était avec moi. Il m'envoya une troupe de laboureurs et de boutiquiers qui fut mon renfort. Battu, l'empereur s'enfuit. La bataille est gagnée. Le jeune Louis grandit, il s'élance sur son destrier, galvanisé, emporté par les récits épiques de son grand-père. Lui aussi veut aller à Bouvines. Il est touché au plus profond de son cœur par les rires chaleureux, l'attention de son aïeul. Nous sommes en juillet 1223. Le temps est à l'orage. J'étais très jeune dans cette année. Louis est dans la cour du Louvre. Il s'amuse avec son frère Robert, cadet de 2 ans, son frère chéri. Sa mère, Blanche de Castille, interrompt brutalement la distraction. Elle regarde ses fils et leur dit « Le roi est mort. Le grand-père est mort. » Quel choc. Ouais. Ce grand-père si vaillant vient de succomber au palu. Louis n'arrive pas à y croire jusqu'au moment où il se retrouve habillé Malaria was no joke. tout de blanc, le blanc du deuil royal. Nous sommes à Saint-Denis, le cimetière des rois, la nécropole royale. Look at these C'est cherries. ici que tous les ancêtres sont ensépulturés. Oh, hold on a second. We got a cat issue. Let me pause this real quick. We got a cat situation. And shot. What the hell's pause? They took away pause? Well, I'm gonna have to fix that. Did he? No. I know. I'm doing a video. You got to go. You got to go. No, you got to go. I'm doing a video. Silly ass cat. Allez. Le cortège fait face à la basilique. Sa mère lui fait signe. Louis s'avance vers ce grand-père. Le découvre, sceptre à la main, couronne sur la tête, et l'embrasse sur le front. Il frissonne et est glacé. Louis pleure toutes les larmes de son corps. Son enfance est finie. Soudain, il se remémore cette phrase du défunt. Un enfant roi n'a pas d'enfance. Ouais. Louis gardera toujours en mémoire les mises en garde de son grand-père. Méfie-toi, Louis, lui avait-il dit. La France est menacée à l'extérieur par 3 forces au moins. D'abord par les Plantagenets, qui rêvent de conquérir notre royaume. Ensuite par l'empire mongol, du redoutable Gengis Khan, qui a transformé un empire des steppes en un empire universel aux portes de l'Europe. Enfin, par les seigneurs féodaux, à l'intérieur même du royaume. Louis prend conscience de son devoir de protéger son royaume. Et bien au-delà, Il est un enfant. He's gotta protect the kingdom. de protéger sa civilisation, la chrétienté, et en particulier Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ,
qu'il veut libérer des mains des Mamelouks. Ah. Ô Jérusalem, murmure-t-il, ô Jérusalem. Nous sommes le 6 août 1223. 3 semaines après la mort de Philippe Auguste. Les cloches sonnent à toute volée. Des « Vive le roi » retentissent dans les rues de Reims. Un roi ne meurt donc jamais. Et ce nouveau roi, c'est son père, Louis VIII. Le petit Louis a 9 ans. Il a 9 ans. Il voit ses 2 parents se prosterner sous la lourde couronne, chargée de camées antiques et d'émaux orientaux. Ils ont tous les deux 35 ans. Le petit Louis se demande souvent ce que pouvait bien penser sa mère, loin de sa Castille natale. Sans doute, les envoûtements espagnols lui manquaient. Dans toutes les cités du royaume, on a appris à admirer cette reine, à l'aimer. Le peuple accourait aux fenêtres à chacun de ses passages. Tous les gens lui faisaient grâce, à l'exception des barons. Ces grands vassaux qui l'appelaient l'étrangère. Ceux-là même qui s'opposeront à elle quelques années plus tard. Yeah, there's always, Et il y a une phrase que Louis entend souvent durant son enfance. Blanche de Castille lui dit « Mon fils, un roi illettré n'est qu'un âne couronné. » Blanche veille à l'éducation, aux lectures de son fils. Il apprend le latin, la seconde langue du palais. Après la langue officielle, la langue d'Oïl. Le matin, Louis s'exerce à cheval. On lui enseigne ensuite l'histoire de France. Mais la reine tient aussi et surtout à ce que son fils soit un catholique exemplaire. Elle lui dit « Louis, je préférerais vous voir mort que commettre un seul péché mortel. » L'éducation religieuse tient une place dominante dans la vie de l'enfant. Crainte de Dieu, justice, sagesse et puissance. But you what? Today, there's no fear of God. Zero. And that's probably one of the biggest problems today. Sont les piliers de sa formation. Eh oui. 9 ans. Le deuil, une nouvelle fois, vient frapper à la porte de la maison royale. 3 ans après la mort de son grand-père, c'est au tour de son père de mourir. Wow. Il était juste 39. He only lasted 4 years. Wow. He was 35. 39, voilà. Louis VIII, emporté par la maladie, sur le retour d'une croisade contre les hérétiques, les cathares. Yeah. Le roi est mort. Louis est depuis le décès de son frère aîné, l'héritier. Mais il n'a que 11 ans. Si jeune pour régner, si jeune pour prendre en main le destin de la France. Quoi? Que faire? C'est impossible. Ouais. Il faut se hâter, dit Michel de Han, une figure, un compagnon fidèle de Philippe Auguste. Ne pas laisser de temps à la convoitise des seigneurs qui sont prêts à fondre sur leur proie. Comment faire? Eh bien, aller à Reims, sacrer le roi, très vite. La décision est prise. 3 semaines après la mort du roi, le sacre est planifié. La réaction des barons ne se fait pas attendre. Quel dommage que le délai soit si bref. Nous serions venus, sinon. Les barons se défilent, les uns après les autres. Ils déclinent l'invitation. Le comte de Bretagne, Pierre de Dreux, dit Mauclerc. Ce qui restait de son enfance est terminé pour le petit roi.
Louis s'apprête à être sacré dans un courant d'hostilité. 28 novembre 1226, Louis et sa mère entrent dans Reims. I can't believe it. La ville du sacre des rois de France depuis Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 816. Mais regarde cette église. La reine, en apercevant l'assistance, a immédiatement compris la gravité de la situation. Beaucoup de barons ont décliné l'invitation. Pierre de Bretagne, Hugues de la Marck. Monseigneur de Bazoches prélève alors du Saint-Crème avec une aiguille en or et lui donne l'onction. Je te fais roi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu te ceint de la couronne de gloire et de justice, déclare l'évêque en lui plaçant la couronne de Charlemagne sur la tête. Il est un enfant. Il est un enfant. Vive le roi Louis! Vive le roi Louis! S'exclame le peuple. He just wants to play some PlayStation and Xbox, man. That's all he wanted to do. Little NES, little Nintendo, something. You making him a king? Wow. Louis, au milieu des vivats, s'interroge alors sur sa vocation. Quelle est donc la mission d'un roi? Le salut de son peuple dans l'au-delà ou les bonheurs ici-bas? Vous savez, Louis lui répond sa mère, ce qu'on attend d'un roi, ce n'est point d'apporter les bonheurs privés, mais d'éloigner les malheurs publics. Il a dit ça à 11 ans. Quoi? Il a dit ça à 11 ans. L'absence des barons est de mauvais augure. Elle annonce une période de trouble. La trahison, puisqu'il s'agit d'une trahison, elle est venue de l'Ouest. Le jeune roi anglais, Henri III, a scellé une alliance avec plusieurs barons. Le comte de Mauclerc, Lusignan, le comte de la Marche, le comte de Dreux et le fameux Thibaut de Champagne. Louis est roi, mais il est trop jeune. C'est donc Blanche qui règne. Et ses vassaux, insolents, ne supportent pas l'idée que le royaume de France soit en des mains féminines. Cette trahison donne lieu à la première situation de tension de son règne. Un face-à-face direct avec ses ennemis venus de l'Ouest. Le voilà qui fonce sur les bords de la Loire, aux côtés de Michel de Harnes, et surtout d'une femme tout de blanc vêtue, Blanche de Castille, sa mère. La troupe, vaillante, renforcée par les rescapés de Bouvines, arrive à Tours en quelques jours seulement. Les féodaux, inféodés, ne s'attendent pas à cette démonstration de force. Blanche, de son côté, parvient à entamer des discussions et à diviser les barons entre eux. Thibaut de Champagne retourne sa veste pour déclarer son amour et sa fidélité à la reine. Les Félons n'ont d'autre choix que de faire soumission, même si au fond de leur cœur, ils n'abandonnent aucun de leurs projets secrets. Ils veulent se venger. Et il faut attendre. Ils apprennent que Louis est parti en direction d'Orléans.
Il monte en urgence une opération pour le capturer. Je dis bien pour le capturer. Louis doit se cacher au château de Montlhéry, tandis qu'un messager est envoyé pour prévenir la reine, restée à Paris. Elle fait immédiatement sonner les cloches de la ville pour envoyer le peuple sauver son fils. Et c'est le petit peuple qui vient à la rescousse du roi, une nouvelle fois, le peuple de Bouvines. Les paysans, les bouchers, les colonnes entières, des tisserands qui brandissent leurs outils de travail au-dessus de leur tête et qui scandent « Longue vie au roi Louis ». Wow. Ce petit peuple a sauvé la couronne. Really? Common people. Nous sommes à la Noël 1228. Les barons n'ont pas dit leur dernier mot. Of course not. La reine Blanche est furieuse. De quoi se mêle l'Église? Elle fait référence à ce qui s'est déroulé le soir de la Nativité à Oxford, alors qu'on y banquetait et qu'on y choquait le broc avec le vin de l'Aquitaine. Un prélat français s'est levé, un verre à la main. C'est l'archevêque de Bordeaux. Que fait-il en Angleterre? Il est venu offrir à Henri III le plus beau des cadeaux de Noël qu'on puisse offrir à l'Angleterre. Le cadeau, c'est la France. Jesus. Par une déclaration d'allégeance, il offre la France à l'Angleterre. Et voilà ce que dit cet archevêque de Bordeaux. Je cite: « Sire, quand vous voudrez bien le prendre, sachez-le, le pays de France sera à vous. Nous vous attendons. Au nom des barons de Normandie, de Guyenne, du Poitou et de Gascogne, je vous invite à venir promptement réclamer l'autorité sur ce pays qui vous revient de droit. À votre signal, nous semoncerons nos vassaux, nous armerons nos sujets et ferons sonner nos cloches. Vous n'aurez plus qu'à hisser l'étendard d'Angleterre. » What an asshole, huh? Telle est la trahison. Blanche a eu vent de cette félonie. Elle a des oreilles un peu partout dans le royaume. Elle n'est pas surprise. Les barons ont inventé une ruse. Le comte de Bretagne doit être le premier à lever une armée contre le roi d'Angleterre pour que Blanche, dans son sillage, convoque l'hoste royal. Les barons suivront, mobiliseront leurs troupes, mais n'enverront volontairement que de maigres effectifs. À vrai dire, leurs plus mauvaises troupes. Blanche le sait. L'affrontement est inéluctable. Chacun compte ses troupes, se prépare au choc. Le mauvais clerc, comme on l'appelle, avec ses troupes de Bretagne, est le premier à entrer en terre de France et à semer le feu, la terreur dans les villages du royaume. Le péril est immense. La reine quitte Paris et demande au baron de la rejoindre en un point de rendez-vous fixé dans le Perche pour marcher ensuite contre les troupes du comte de Bretagne. Sur le lieu de rendez-vous, conformément au plan, les seigneurs sont bien présents, mais avec leurs plus misérables soldats. La reine, feignant la surprise, leur dit: « Ce sont les seuls régiments que vous nous amenez ?» Puis, elle ajoute avec son mépris castillan: « Messieurs, nous n'avons pas besoin de vous. Je vous donne congé. Retournez à vos petites briques, dans vos taupinières. Les régiments royaux n'ont que faire de vos renforts. » Mais le péril demeure. Blanche se retourne vers le connétable de Montmorency et le maréchal Clément. Que faire?
Il faut frapper en premier. Elle abonde en ce sens. Elle est décidée à frapper en premier. Le cortège se met en route. D'abord les milices bourgeoises et les garnisons des communes, puis les machines de guerre qui sont plus lentes. Cet assaut, elle le prévoit à Bellem, en territoire ennemi. Soudain, à l'horizon, les éclaireurs aperçoivent ce château de Bellem, le poste avancé du comte de Bretagne. Le temps est glacial. La forteresse semble imprenable. Les premières... The subtitles, you gotta love it. Forteresse semble imprenable. The fortress seems impregnable. Not impenetrable. Impregnable. Ah là là. Les premières charges de projectiles sont vaines. Les premières lignes sont sous le feu nourri d'arbalètes, de flèches et même de rochers lancés depuis les murailles. Un nouveau plan est alors décidé, creusé sous les murailles. What? Après des heures de labeur, beaucoup de pertes. Le travail finit par payer. La muraille s'effondre. C'est la victoire. L'annonce se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Les Anglais, à peine débarqués, sont pris de terreur et reprennent la mer. La reine-mère prend son fils dans ses bras. Elle le serre affectueusement et lui dit « Mon fils, les barons y regarderont à 2 fois maintenant avant de s'approcher du roi. » Au contact de sa mère, Louis apprend beaucoup. Peu à peu, il s'émancipe et affirme son autorité. Il se prend maintenant à songer à trouver une reine. Il mandate l'un de ses proches, Gilles de Flagy, et l'envoie en Provence avec mission d'y trouver peut-être sa promise. Et puis voici qu'un jour, Gilles de Flagy est de retour à la cour. Louis l'aperçoit, s'approche à la hâte et lui demande « Elle est belle ?» Réponse, une enluminure de lavande au milieu d'un concert de cigales. I think that means yes. Et Elle est belle. comment s'appelle-t-elle? Marguerite. Le mariage est décidé. Il n'aura lieu ni à Paris, ni en Provence. And they didn't ask her either. They said, you're going to be the queen. I was just letting you know you're going to be the queen. Yeah. What? No, you never met him. I know you never met him, but that's it. You're going to be married. C'est incroyable. The way things were is unbelievable. Mais à Sens, à la mi-mai 1234, les deux futurs mariés ne se connaissent pas. Oui. Il faut imaginer leur appréhension. Bonjour, on va faire un bébé. OK? OK. Le cortège royal, parti de Paris, grossit, remonte la Seine. L'arrivée est triomphale. Marguerite ne dévoile qu'au dernier moment le mystère de son visage et de sa voix. Louis la découvre, enfin. Au moment où elle apparaît, c'est un éblouissement. En quelques secondes, elle devient la reine du cœur du jeune roi. Le lendemain, le 27 mai 1234, Marguerite s'avance dans la nef, vêtue du manteau royal de France, bordé d'azur et ornée de fleurs de lys d'or. Elle pleure d'émotion. Elle sent que c'est la fin de l'enfance, l'adieu à la Provence.
vêtue de soie, la tête courbée, Marguerite reçoit sa couronne. Le royaume l'attendait. Après 3 jours de fête, il est temps pour le couple royal de gagner Paris. Les affaires du royaume n'attendent plus. Alors débute une drôle de cohabitation au palais. 2 reines, blanche, sévère et austère, la Castillane. Marguerite, vive et énergique. Cette dernière veut introduire au Louvre un nouvel esprit, un peu de sa couleur provençale. Blanche voit d'un mauvais œil cette bru qui lui fait de l'ombre. Elle reproche très vite à son fils de ne plus écouter que sa femme. Et comme on dit à l'époque, 2 marmites au fond. Lui-même donner son impulsion pour bâtir des édifices religieux comme à l'abbaye de Royaumont. Il faut l'imaginer ici avec le père abbé, une civière emplie de gravats, participant lui-même avec ses propres mains à la pose des fondations. Now that's, again, that is very rare. Ah, I mean, ok, bientôt. Mais ça, c'est un roi. Ça, c'est un roi. Louis dort même dans le dortoir. Et il revêt une robe de bure dans la journée. Une place y est réservée pour lui, une place au milieu de tous. C'est cruel. Il veut nourrir les malades. Il veut les soigner lui-même. Il veut les élever même au rang de roi. It seems like Louis has very close personality of somebody else. I think we all know. What's his name? He's very familiar.
very similar to this person. This it's almost like this guy is godlike. I think his first name starts with a J. I think his last name starts with a C. I don't know. His initials are JC. Very, very similar to this guy. The way he's thinking. Very interesting. I just can't quite get the name right. I think he lives up there sometimes. Most of the time he's up there. What's his name again? Merde. Louis a conscience de n'être que de passage. Il va donc tourner son action au service de la lumière, dédier sa vie à Dieu. Ah oui, that's his name. God. Jesus Christ. That's it. Wait, I mean, what? This is like almost like a second Jesus. Wants to help the poor, wants to feed the poor, wants to help the sick. Voila, there you go. There's your king. All started at 9 years old. It's unbelievable. Bon, okay, on va arrêter là. Because I said this has to be a 3-part. It's a long video, 3-parter. Et voila, this will be part 1. Very interesting story so far. It's just incredible the way things were done back in those days. And but it wasn't just this. This was everywhere. Any country, anywhere in the world, this is more or less how it was. This is how they did things. And but this guy, you could tell, this guy already, I could see why there's a big story about him, because you could already tell, ce roi, il est très spécial. On le voit déjà. Ben, ok, on va arrêter là et on va continuer quand j'ai plus de temps. Okay? All right. So for now, take care. Peace out. À la prochaine.